L'Afrique libre, le message que l'Occident redoute. La poussière rouge de Ouagadougou s'élève comme une prière silencieuse vers le ciel. Dans les rues du Burkina Faso, quelque chose a changé. Ce n'est pas simplement le vent du Sahel qui souffle différemment, c'est l'âme d'un continent qui se réveille. Au cœur de cette transformation se tient un homme dont le nom résonne désormais bien au-delà des frontières de son pays. Ibrahim Traoré n'est pas venu avec des promesses vides ou des discours écrits par des conseillers en communication. Il est arrivé avec la détermination brute d'une génération qui refuse de courber l'échine, avec la conviction que l'Afrique peut enfin écrire sa propre histoire, sans demander la permission à quiconque. Les médias occidentaux le scrutent avec nervosité. Les chancelleries bruissent de murmures inquiets. Les institutions financières internationales ajustent leur stratégie. Pourquoi tant d'agitation pour un jeune capitaine d'un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest? Parce que son message porte en lui une vérité que l'ordre établi préférait garder enfouie. L'Afrique n'a besoin d'aucun sauveur, elle a besoin qu'on cesse de l'entraver. Chaque mot prononcé par cet homme de 35 ans résonne comme un défi lancé à des siècles de domination. Lorsqu'il parle de souveraineté, ce n'est pas un concept abstrait tiré d'un manuel universitaire. C'est le cri d'un peuple fatigué de voir ses ressources pillées pendant que ses enfants meurent de faim. Lorsqu'il évoque la dignité, ce n'est pas une posture politique, c'est la revendication légitime d'hommes et de femmes qui ont construit des pyramides quand d'autres vivaient encore dans des cavernes, qui ont fondé des universités quand l'obscurantisme régnait ailleurs, qui ont développé des systèmes d'écriture et des royaumes prospères que l'histoire a trop longtemps occultés. Le Burkina Faso n'est pas un accident géographique sur la carte du monde. C'est la terre de Thomas Sankara, ce visionnaire assassiné parce qu'il osait rêver d'une Afrique debout. Sankara, qui avait transformé son pays en 4 ans, qui avait fait reculer la faim, qui avait planté 10 millions d'arbres pour repousser le désert, qui avait vacciné 2 millions d'enfants en 2 semaines, qui avait élevé la condition de la femme burkinabé à une époque où peu osaient le faire. Sankara, qui avait dit non à la dette odieuse, non aux politiques d'ajustement structurel, non à l'impérialisme sous toutes ses formes. Son sang a arrosé cette terre rouge, en octobre 1987, mais ces idées n'ont jamais été enterrées. Elles ont germé dans le cœur de la jeunesse africaine, attendant le moment propice pour refleurir. Ibrahim Traoré incarne cette résurrection. Quand il se présente devant son peuple en treillis militaire, ce n'est pas le costume d'un dictateur en devenir, c'est l'uniforme d'un soldat au service d'une cause qui le dépasse. Ingénieur de formation, il aurait pu choisir une vie confortable, s'exiler vers des cieux plus cléments, vendre son expertise aux plus offrants. Mais quelque chose de plus grand brûlait en lui. La même flamme qui animait Patrice Lumumba au Congo, Kwame Nkrumah au Ghana, Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Cette flamme du panafricanisme qui refuse de s'éteindre malgré les assassinats, les coups d'État orchestrés, les déstabilisations savamment planifiées. Son idéologie n'est pas née dans les salons feutrés des capitales occidentales. Elle a émergé de la souffrance quotidienne de son peuple. Elle s'est cristallisée sur les champs de bataille où des jeunes burkinabés meurent pour défendre leur territoire contre le terrorisme, ce terrorisme dont les racines plongent profondément dans les interventions étrangères désastreuses, dans la destruction de la Libye qui a ouvert les vannes du chaos régional, dans les politiques qui ont préféré maintenir l'Afrique dans la dépendance plutôt que de l'accompagner vers l'autonomie. Traoré parle d'autosuffisance alimentaire quand d'autres parlent d'aide humanitaire. Il évoque la transformation locale des matières premières quand d'autres proposent des accords commerciaux asymétriques. Il promeut l'industrialisation africaine quand d'autres vantent les mérites d'une agriculture de subsistance éternelle. Il appelle à la consommation de produits locaux quand la mondialisation voudrait transformer l'Afrique en un simple marché de consommation pour les productions étrangères. Chacune de ces positions constitue une pierre jetée dans le jardin d'un système économique mondial qui a prospéré sur l'inégalité structurelle. La fierté africaine qu'il incarne n'est pas un nationalisme étroit ou xénophobe. C'est la reconnaissance que l'Afrique possède tout ce qu'il faut pour se développer par elle-même et avec ses propres enfants. Les ressources minières qui alimentent la transition énergétique mondiale se trouvent en grande partie sous le sol africain. L'uranium qui fait tourner les centrales nucléaires françaises vient du Niger voisin. Le cobalt indispensable aux batteries de voitures électriques est extrait du Congo. L'or, les diamants, le pétrole, le gaz, les terres rares, tout est là. Et pourtant, l'Afrique reste le continent le plus pauvre. Comment expliquer ce paradoxe obscène, si ce n'est par un système d'exploitation néocoloniale savamment maintenu? La jeunesse africaine reconnaît en Ibrahim Traoré l'un des siens. Pas un vieillard accroché au pouvoir depuis des décennies, pas un héritier d'une dynastie politique corrompue, pas un homme installé par des puissances étrangères pour servir leurs intérêts. Non, un jeune homme de leur génération qui comprend leurs aspirations, leurs frustrations,
leur rejet viscéral d'un statu quo inacceptable. Quand il s'adresse à eux, ces mots portent l'authenticité de l'expérience partagée. Il sait ce que signifie voir ses compatriotes mourir faute de médicaments disponibles à quelques kilomètres de là, mais inabordables. Il connaît l'humiliation des visas refusés, des opportunités fermées, du racisme systémique qui attend les Africains au-delà de leurs frontières. Son leadership ne repose pas sur la démagogie ou le populisme facile. Il repose sur des actes concrets, réduction du train de vie de l'État pendant que le peuple souffre. Mobilisation de la population pour la défense du territoire. Appel aux volontaires pour renforcer l'armée face au terrorisme. Construction d'infrastructures locales avec des moyens locaux. Promotion de l'entrepreneuriat burkinabé. Soutien aux agriculteurs et aux éleveurs. Chaque mesure s'inscrit dans une vision cohérente, celle d'un Burkina Faso maître de son destin, conscient de ses défis, mais confiant dans sa capacité à les surmonter. Naturellement, un tel discours attire des ennemis puissants. Les sanctions économiques menacent. Les avertissements diplomatiques se multiplient. Les rapports d'organisations internationales épinglent les violations supposées. Les médias dominants construisent un narratif inquiétant autour de la dérive autoritaire ou de la montée de l'instabilité. Ces mêmes médias qui restaient silencieux lorsque la France soutenait des dictateurs sanguinaires, tant qu'ils servaient ses intérêts. Ces mêmes institutions qui ne s'offusquaient pas des massacres perpétrés par des régimes alliés de l'Occident. Le courage que manifeste Ibrahim Traoré face à ces pressions titanesques force le respect. Il serait tellement plus simple de plier, de négocier en coulisses, d'accepter les compromis qui vident de sens toute tentative de transformation. Combien de leaders africains prometteurs ont emprunté cette voie de la facilité? Combien ont commencé avec de nobles intentions avant de se retrouver cooptés, achetés, neutralisés? Lui refuse ce chemin. Il sait que le prix de l'indépendance véritable est élevé. Il sait que d'autres avant lui ont payé de leur vie. Mais il sait aussi qu'une génération entière le regarde, qu'un continent entier retient son souffle, qu'un avenir différent est possible si quelqu'un ose affronter le Goliath du système néocolonial. Si vous ressentez cette énergie, si ces mots résonnent en vous, si vous croyez qu'un autre monde est possible, alors ne restez pas spectateur silencieux. Abonnez-vous, partagez ce message, faites entendre cette voix qui dérange tant les puissants, car la révolution des consciences commence par la circulation des idées que certains voudraient voir disparaître. Les défis auxquels fait face le Burkina Faso sous la direction de Traoré sont colossaux. Le terrorisme qui ensanglante le Sahel ne disparaîtra pas par la seule force de la volonté. La pauvreté structurelle nécessite des décennies de travail acharné. La corruption ancrée dans les institutions demande une vigilance de tous les instants. Les infrastructures défaillantes exigent des investissements massifs. L'éducation et la santé réclament des réformes profondes. Aucune de ces difficultés n'est nouvelle. Aucune n'est insurmontable. Mais toutes requièrent une chose que l'Afrique s'est trop longtemps vue refuser: le temps et l'espace pour construire ses propres solutions sans ingérence permanente. Les ennemis du progrès africain ne portent pas toujours des uniformes militaires. Parfois, ils siègent dans les conseils d'administration de multinationales extractives. Parfois, ils rédigent les conditions des prêts dans les bureaux climatisés des institutions financières internationales. Parfois, ils enseignent dans des universités prestigieuses en théorisant pourquoi l'Afrique n'est pas encore prête pour la démocratie ou le développement autonome. Parfois, ils sont africains eux-mêmes, ces élites compradors, qui ont plus en commun avec les cercles de pouvoir parisiens ou bruxellois qu'avec leurs propres compatriotes. Traoré les affronte tous avec une arme redoutable, la vérité. La vérité sur les accords de défense qui maintiennent des bases militaires étrangères sur le sol africain. La vérité sur le franc CFA, cette monnaie coloniale toujours en circulation en 2025, obligeant 14 pays africains à déposer 50% de leurs réserves au trésor français. La vérité sur les contrats léonins qui accordent l'exploitation des ressources naturelles à des firmes étrangères pour des sommes dérisoires. La vérité sur les frontières arbitraires tracées lors de la conférence de Berlin qui continuent de diviser des peuples partageant les mêmes langues, les mêmes cultures, les mêmes aspirations. Cette vérité dérange parce qu'elle expose l'hypocrisie fondamentale du discours dominant. Quand l'Occident parle de démocratie en Afrique, il oublie commodément qu'il a soutenu Mobutu pendant 32 ans au Zaïre. Quand il évoque les droits humains, il passe sous silence les millions de morts résultant des interventions en Irak, en Libye, en Afghanistan. Quand il prêche la bonne gouvernance, il ignore les paradis fiscaux qui abritent les fortunes pillées à l'Afrique. Quand il sermonne sur la corruption, il ferme les yeux sur les pots de vin, versés par ses propres entreprises, pour obtenir des marchés juteux. Le message spirituel que porte Ibrahim Traoré transcende la politique immédiate. Il touche à quelque chose de plus profond, de plus essentiel.
la restauration de la dignité africaine. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été présentée comme le continent des problèmes, jamais des solutions. Le continent de la charité, jamais du commerce équitable. Le continent des bénéficiaires d'aide, jamais des partenaires égaux. Cette perception délétère s'est infiltrée dans les esprits, y compris africains. Combien de jeunes Africains ont grandi en intériorisant l'idée que tout ce qui vient d'ailleurs est supérieur à ce qui est local? Combien ont été éduqués à mépriser leur propre langue, leur propre savoir, leur propre tradition? Le réveil que Traoré incarne consiste précisément à briser ces chaînes mentales, à rappeler que l'Afrique a été le berceau de l'humanité et de grandes civilisations, que Tombouctou était un centre intellectuel rayonnant quand beaucoup d'actuelles capitales occidentales n'existaient pas encore, que les mathématiques, l'astronomie, la médecine ont prospéré sur le continent africain bien avant les conquêtes coloniales, que la richesse culturelle africaine, sa musique, sa danse, sa littérature orale, ses systèmes de solidarité communautaire offrent des alternatives précieuses à l'individualisme destructeur qui domine aujourd'hui. Pour, à la jeunesse africaine, Ibrahim Traoré envoie un message limpide. Vous n'êtes pas condamné à l'exil perpétuel. Vous n'êtes pas obligé de risquer vos vies dans le Sahara ou la Méditerranée pour chercher ailleurs un avenir que vous pouvez construire ici. Vous avez du talent, de l'énergie, de la créativité. Ce qui vous manque, ce ne sont pas les capacités mais les opportunités. Et ces opportunités ne vous seront jamais offertes sur un plateau d'argent par ceux qui bénéficient du statu quo. Il faut les créer, les arracher, les construire pierre par pierre. Il leur dit aussi que le combat pour une Afrique libre ne sera pas facile, que les sacrifices seront nombreux, que les découragements guetteront, que les tentations de l'abandon séduiront, mais que l'alternative est inacceptable. L'alternative, c'est de continuer à se soumettre, à mendier, à accepter les miettes d'un banquet préparé avec les richesses africaines. L'alternative, c'est de condamner les générations futures à reproduire les humiliations que les générations présentes ont subies. Chaque jeune Burkinabé qui s'engage dans les volontaires pour la défense de la patrie, chaque entrepreneur qui lance son entreprise locale, chaque agriculteur qui améliore ses techniques, chaque enseignant qui transmet avec passion, chaque artiste qui célèbre la culture nationale participe à cette révolution silencieuse. Une révolution qui ne fait pas nécessairement la une des journaux internationaux, mais qui transforme en profondeur la société. Ce message résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans tout le Sahel, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tout le continent, des millions de jeunes Africains suivent avec attention ce qui se passe à Ouagadougou. Ils voient en Traoré une figure qui ose articuler ce qu'ils ressentent confusément, qui refuse de se plier aux dictats extérieurs, qui place l'intérêt de son peuple au-dessus des pressions internationales, qui préfère l'adversité dans la dignité, au privilège, dans la soumission. Cette inspiration génère un phénomène d'émulation. Au Mali, au Niger, ailleurs sur le continent, des dynamiques similaires émergent. Des populations exigent plus de souveraineté, plus de respect, plus de contrôle sur leurs ressources. Des jeunes leaders émergent, portés par la même conviction que l'Afrique mérite mieux. Ce n'est pas une coïncidence si ces mouvements surviennent maintenant. C'est le résultat de décennies de frustration accumulées, d'humiliations répétées, de promesses non tenues. Les cyniques diront que tout cela finira comme toujours, que les idéaux seront trahis, que le pouvoir corrompt. Peu ont-ils raison dans certains cas. L'histoire africaine post-indépendance offre malheureusement suffisamment d'exemples de révolutions confisquées, de héros transformés en tyrans, d'espoirs déçus. Mais le cynisme est le luxe de ceux qui n'ont rien à perdre. Pour les millions d'Africains qui survivent dans la pauvreté malgré la richesse de leur sol, le cynisme est un poison mortel. Ils n'ont d'autre choix que l'espoir combatif, que la détermination à transformer leur réalité. L'héritage que construit Ibrahim Traoré ne se mesure pas seulement aux infrastructures érigées ou aux indicateurs économiques améliorés. Il se mesure au changement de paradigme qu'il incarne, à la possibilité qu'il démontre, à l'exemple qu'il offre. Même si son expérience devait connaître des difficultés, même si les obstacles devaient se révéler trop nombreux, il aura montré qu'une autre voie existe, que des hommes et des femmes ordinaires peuvent décider de prendre leur destin en main, que la fatalité n'existe pas, seulement des choix courageux ou lâches. Rejoignez ce mouvement de conscience. Chaque vue, chaque partage, chaque commentaire amplifie un message que les algorithmes des réseaux sociaux tentent parfois d'étouffer. Devenez un relais de cette voix africaine authentique qui refuse de se taire. L'Occident redoute ce message parce qu'il menace un ordre établi confortable. Pendant des siècles, les ressources africaines ont alimenté le développement européen puis occidental. L'esclavage a construit des empires commerciaux.
La colonisation a permis l'accumulation primitive du capital. Le néocolonialisme continue d'assurer l'accès privilégié aux matières premières à des prix dérisoires. Si l'Afrique devait réellement se développer, transformer localement ses ressources, commercer équitablement, industrialiser ses économies, tout l'équilibre mondial serait bouleversé. Imaginez une Afrique qui raffinerait son propre pétrole au lieu de l'exporter brut pour le réimporter raffiné à prix fort. Une Afrique qui transformerait son cacao en chocolat sur place, créant emplois et valeur ajoutée localement. Une Afrique qui fabriquerait des téléphones portables avec ses minerais, au lieu de simplement les exporter. Une Afrique qui développerait ses propres technologies, ses propres systèmes financiers, ses propres modèles de développement, adaptés à ses réalités spécifiques. Ce serait une révolution copernicienne dans les relations internationales. C'est précisément cette perspective qui terrifie, eux les gardiens du temple. Non pas par méchanceté gratuite, mais parce que leurs intérêts sont structurellement liés au maintien du système actuel. Les emplois dans les industries occidentales dépendent de l'accès aux matières premières africaines bon marché. Les profits des multinationales reposent sur ces accords commerciaux inégaux. La suprématie géopolitique se nourrit de la division et de la faiblesse du continent africain. Un continent africain uni, fort, indépendant, remettrait en cause toutes ces certitudes. Ibrahim Traoré le sait. Il sait que son combat n'est pas seulement contre le terrorisme ou la pauvreté. C'est un combat systémique contre des forces qui ont des ressources infiniment supérieures aux siennes. Mais il sait aussi que l'histoire a démontré que les empires finissent toujours par s'effondrer, que les systèmes injustes portent en eux les germes de leur propre destruction, que la volonté d'un peuple déterminé peut accomplir l'impossible. Le panafricanisme qu'il promeut n'est pas une idéologie creuse ou nostalgique, c'est une nécessité pragmatique. Aucun pays africain, pris isolément, ne peut faire le poids face aux géants économiques mondiaux. Mais une Afrique unie, une Afrique qui parlerait d'une seule voix, qui mettrait en commun ses ressources et ses marchés, qui coordonnerait ses politiques de développement, serait une puissance incontournable. Avec 1,4 milliard d'habitants, dont 60% ont moins de 25 ans. Avec des ressources naturelles incomparables. Avec un potentiel de croissance phénoménal, l'Afrique unie serait le géant du 20 et 1e siècle. Voilà pourquoi tout est fait pour maintenir le continent divisé. Pourquoi les conflits frontaliers sont entretenus. Pourquoi les rivalités ethniques sont instrumentalisées. Pourquoi les organisations régionales peinent à décoller. Pourquoi chaque tentative d'intégration sérieuse rencontre des obstacles mystérieux. Une Afrique fragmentée est une Afrique contrôlable. Une Afrique unie serait une force de transformation globale. Le message de Traoré résonne donc bien au-delà des enjeux burkinabés. Il parle à tous les Africains, de Dakar au Caire, de Lagos à Nairobi, de Kinshasa à Johannesburg. Il leur rappelle qu'ils partagent une histoire commune, de résistance et de résilience. Que leurs ancêtres ont survécu à l'esclavage, ont combattu la colonisation, ont arraché l'indépendance formelle, que c'est maintenant à eux de conquérir l'indépendance réelle, celle qui compte vraiment, l'indépendance économique, intellectuelle, culturelle. Cette conquête exige des transformations profondes, dans l'éducation qui doit cesser de former des citoyens aliénés pour produire des esprits critiques et créatifs, dans l'économie qui doit privilégier le développement endogène plutôt que la dépendance aux exportations de matières premières, dans la culture qui doit valoriser les expressions africaines authentiques plutôt que de singer des modèles importés, dans la politique qui doit incarner la participation populaire réelle plutôt que des démocraties de façade manipulées. Ibrahim Traoré n'a pas toutes les réponses, aucun leader ne les a. Mais il a posé les bonnes questions, il a identifié les vrais problèmes, il a pointé du doigt les véritables obstacles, et surtout, il a insufflé une énergie nouvelle, une fierté retrouvée, un espoir renouvelé. Dans un continent où le désespoir pousse des milliers de jeunes à risquer leur vie en mer chaque année, cette capacité à rallumer l'espoir est révolutionnaire. Les générations futures jugeront. Elles évalueront si ces élans actuels auront débouché sur des transformations durables ou sur de nouvelles désillusions. Elles détermineront si le sacrifice de ceux qui sont tombés dans ce combat aura porté des fruits. Elles mesureront si l'Afrique aura enfin pris la place qui lui revient dans le concert des nations. Mais quoi qu'il advienne, elles ne pourront nier que des hommes et des femmes ont osé rêver différemment, ont refusé la fatalité, ont combattu pour la dignité. La route sera longue et semée d'embûches. Les forces contraires ne désarmeront pas. Les tentatives de déstabilisation se multiplieront. Les pièges se tendront à chaque tournant. Certains succomberont, d'autres trahiront, beaucoup se lasseront. Mais tant qu'il restera des Ibrahim Traoré pour porter la flamme, tant qu'il existera des peuples pour soutenir leurs leaders authentiques,
Tant que la jeunesse africaine refusera de baisser les bras, l'espoir demeurera vivant. Nous sommes à un tournant historique. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et ailleurs en Afrique pourrait être le début d'une véritable renaissance africaine, ou cela pourrait être écrasé comme tant de tentatives précédentes. Le résultat ne dépend pas seulement des leaders, aussi courageux soient-ils. Il dépend de l'engagement de millions de citoyens ordinaires, de leur capacité à résister aux tentations du découragement, de leur détermination à construire malgré les obstacles, de leur foi en un avenir meilleur. Le message que l'Occident redoute n'est pas un appel à la haine ou au ressentiment. C'est un appel à la justice et à l'équité. Une demande légitime d'être traité en égaux plutôt qu'en subalternes. Une exigence de respecter la souveraineté des peuples africains sur leur territoire et leurs ressources. Un refus catégorique de la tutelle perpétuelle. Ce message n'est redoutable que pour ceux qui bénéficient de l'injustice actuelle. Pour tous les autres, pour tous ceux qui croient en un monde plus juste, il devrait être source d'inspiration et de soutien. L'histoire nous enseigne que les changements profonds ne surviennent jamais sans résistance, que les privilégiés ne renoncent jamais volontairement à leurs privilèges, que chaque avancée vers plus de justice a dû être conquise de haute lutte. L'émancipation africaine ne fera pas exception à cette règle. Elle exigera courage, persévérance, sacrifice, mais elle est inéluctable, car elle répond à une aspiration universelle, la liberté et la dignité pour tous. Dans chaque village burkinabé, où des volontaires s'entraînent pour défendre leur patrie, dans chaque marché où des commerçants privilégient les produits locaux, dans chaque école où des enseignants transmettent la fierté africaine, dans chaque foyer où des parents éduquent leurs enfants dans le respect de leur identité, la révolution est en marche. Une révolution silencieuse mais puissante. Une révolution qui ne cherche pas les projecteurs mais qui transforme les réalités. Une révolution dont Ibrahim Traoré n'est qu'un symbole parmi d'autres, mais un symbole éclatant. Alors que le soleil se couche sur Ouagadougou, teintant le ciel de couleurs flamboyantes, une certitude s'impose. L'Afrique ne sera plus jamais la même. Trop de consciences se sont éveillées, trop de voix se sont élevées, trop d'espoirs se sont cristallisés. Le génie est sorti de la bouteille, et aucune force au monde ne pourra l'y faire rentrer. L'Afrique libre n'est plus un rêve lointain, c'est un projet en construction. Un projet fragile, certes, menacé de toutes parts, mais un projet vivant, porté par des millions de cœurs déterminés. Si vous croyez en cette vision d'une Afrique debout, maîtresse de son destin, fière de son identité, alors ne laissez pas ce message se perdre dans le flux incessant d'informations. Partagez-le, discutez-en, défendez-le, car chaque voix compte dans ce combat pour une humanité plus juste. Abonnez-vous pour suivre cette épopée africaine qui s'écrit sous nos yeux et qui redéfinira les équilibres mondiaux de demain. Le capitaine Ibrahim Traoré, du haut de ses 35 ans, incarne l'audace d'une génération qui refuse l'héritage empoisonné du néocolonialisme. Il représente la possibilité que des leaders puissent émerger de l'intérieur même des sociétés africaines, formés à leur réalité, attachés à leur peuple, déterminés à servir plutôt qu'à se servir. Son exemple prouve que le leadership africain authentique existe, qu'il ne demande qu'à s'exprimer quand les conditions le permettent. L'Afrique libre, celle dont il rêve et pour laquelle il combat, n'est pas une utopie irréalisable. C'est un objectif atteignable si la volonté collective est au rendez-vous. Si les Africains cessent de se regarder à travers le prisme déformant du regard occidental pour s'évaluer selon leurs propres critères, si les énergies créatrices sont libérées plutôt qu'étouffées, si les ressources sont mobilisées pour le bien commun plutôt que pour l'enrichissement de quelques-uns, si la jeunesse trouve sa place dans la construction nationale plutôt que de la chercher ailleurs. Ce message que l'Occident redoute est finalement très simple. L'Afrique appartient aux Africains. Ses ressources doivent bénéficier prioritairement à ses populations. Son développement doit suivre des modèles adaptés à ses réalités, et non des recettes importées. Sa voix doit compter dans les affaires mondiales. Sa dignité doit être respectée inconditionnellement. Rien de révolutionnaire dans ses demandes, rien que de très basique et légitime. Mais dans un monde construit sur l'exploitation de l'Afrique, même ces demandes élémentaires constituent une menace pour l'ordre établi. L'avenir dira si Ibrahim Traoré et ceux qui partagent sa vision auront réussi leur pari. Si le Burkina Faso et d'autres pays africains auront effectivement conquis leur souveraineté réelle. Si la jeunesse africaine aura trouvé sa voie vers un avenir digne. Mais indépendamment du résultat final, quelque chose d'irréversible s'est produit. Une graine a été plantée dans l'inconscient collectif africain. La graine de la possibilité, la graine du refus de l'inacceptable, la graine de l'espérance combative. Cette graine germera, lentement peu, être, difficilement certainement, mais inéluctablement, car elle correspond à une aspiration profonde de l'âme africaine. L'aspiration à la liberté véritable,
l'aspiration à la dignité retrouvée, l'aspiration à une place respectée dans la famille humaine. Et aucune force au monde, aussi puissante soit-elle, ne peut éternellement étouffer une telle aspiration. L'Afrique se lève, pas dans l'amertume ou la vengeance, mais dans la détermination sereine de reprendre enfin sa destinée en main. Ibrahim Traoré en est l'un des visages, lumineux et inspirant. Mais derrière lui, avec lui, se tient un continent entier qui refuse désormais de courber l'échine. Un continent jeune, dynamique, créatif, qui n'attend qu'une chose, l'opportunité de montrer de quoi il est capable quand on cesse de l'entraver. Ce jour-là, quand l'Afrique aura enfin pris toute sa place, le monde entier en bénéficiera. Car un monde où l'Afrique prospère est un monde plus équilibré, plus juste, plus riche de diversité. Un monde où chaque continent, chaque peuple, peut contribuer pleinement à l'aventure humaine commune. Un monde où la valeur d'un être humain ne dépend pas de son lieu de naissance. Un monde enfin digne de notre humanité partagée. Tel est le message que porte Ibrahim Traoré. Tel est le rêve qui anime la jeunesse africaine. Telle est la vision qui effraie ceux qui profitent du statu quo. Et telle est la réalité qui s'impose progressivement, malgré les résistances, malgré les obstacles, malgré les sacrifices. L'Afrique libre n'est plus une chimère, c'est un projet en cours de réalisation. Et rien, absolument rien, ne pourra arrêter une idée dont le temps est venu.